Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence qui va porter sur l'évaluation du programme Usine du futur, ce programme régional d'accompagnement des entreprises industrielles. Je me présente, je m'appelle Pascal Cayat et je travaille au Conseil régional à la direction de la performance industrielle, précisément sur ce programme Usine du futur et plus précisément sur son évaluation. Nous allons animer cette conférence à trois voix avec Virginie Besserest et Adrien Flichy qui vont se présenter. Alors, bonjour, effectivement, Virginie Berest, je suis cofondatrice et gérante d'une SCOP, une société coopérative et participative qui s'appelle Quadrant Conseil et qui est spécialisée en évaluation et appui à la conception des politiques publiques. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, Adrien Flichy, je suis cofondateur de Quadrant Conseil, qui est donc un bureau d'études spécialisé en évaluation de politique publique et qui réalise l'évaluation du programme Usine du futur. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. Alors, vous êtes habitués maintenant depuis le début de Vive Industrie hier matin à utiliser le bouton questions qui est en haut à droite de votre écran. Si vous pouvez poser des questions par écrit pendant la présentation et puis on tâchera d'y répondre bien sûr en fin de présentation. Alors, on a conçu le déroulement de la présentation de la manière suivante. En introduction, je vais revenir sur les évaluations de politique publique au niveau des conseils régionaux. Pourquoi le conseil régional Nouvelle-Aquitaine a pris la décision d'évaluer ce programme d'accompagnement usine du futur? Quels sont les objectifs qui sont assignés à cette évaluation et quel est le périmètre de cette évaluation? Puis Virginie Besserest et Adrien Flichy présenteront la logique d'intervention du programme, comment la mission d'évaluation a été organisée, comment elle se déroule et surtout ce qui est intéressant pour vous, c'est les premiers enseignements de cette évaluation. Alors, premiers enseignements, pourquoi? Parce que les conclusions définitives ne sont pas encore disponibles. Elles seront présentées dans un peu plus d'un mois, début avril. Alors, revenons un petit peu sur les évaluations de politique publique. Les conseils régionaux, c'est leur rôle et c'est ce que nous attendons, c'est ce que vous pouvez attendre d'une collectivité territoriale. Ils définissent et ils mettent en œuvre des politiques publiques dans différents domaines. Le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le domaine du développement économique, mais il y a plein d'autres domaines. Ça peut être la mobilité, les transports, l'éducation, etc. Ces politiques publiques mobilisent des ressources financières importantes, c'est de l'argent public, quelque part, c'est votre argent, c'est notre argent. Et il est normal que les régions, les conseils régionaux s'interrogent sur ces politiques publiques, à la fois sur la manière dont elles se mettent en œuvre, c'est des questions un peu d'efficacité, mais aussi si les effets observés de ces politiques publiques, ils correspondent aux objectifs poursuivis ou aux effets attendus. Là, en l'occurrence, ce qu'on va chercher à voir, c'est si la politique publique programme Usine du futur, elle a produit les effets qu'on en attendait. On peut dire c'est que la région Nouvelle-Aquitaine, elle est particulièrement volontariste dans ses démarches d'évaluation des politiques publiques. Donc, elle a défini un programme pluriannuel d'évaluation de politique qui participe de sa bonne gouvernance. Ce programme pluriannuel, il comprend différents types d'évaluations. Vous avez des évaluations qu'on appelle stratégiques et transversales. Alors, transversales, pourquoi? Parce qu'elles sont communes à différents domaines d'action du conseil régional. J'en ai cité une ici, c'est l'impact de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux sur le développement des territoires néo-aquitains. On voit bien qu'on touche à des domaines comme la mobilité, le développement économique, mais aussi des sujets de démographie, de transfert de population, et puis des évaluations plus opérationnelles, et c'est précisément le cas du programme Usine du futur. Alors la région se fait accompagner par des prestataires qui sont experts dans ces évaluations de politique publique, dans ces missions, et donc Quadrant Conseil a été retenu pour accompagner la région dans l'évaluation du programme Usine du futur.
Et en fait, ces démarches d'évaluation de politique publique, elles sont pilotées par une commission, la commission d'évaluation des politiques publiques. Elle est présidée par un élu. Elle est majoritairement composée d'élus qui représentent les différents groupes politiques de l'Assemblée régionale. Et dans un souci de transparence démocratique, eh ben, ces rapports d'évaluation, ils sont présentés en assemblée régionale, en assemblée plénière, et ce sera bien sûr le cas de l'évaluation du programme Usine du futur. Donc tout ça pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel se font ces évaluations. Alors pourquoi le conseil régional il a décidé de lancer l'évaluation du programme Usine du futur? Tout simplement parce que la région s'est positionnée un peu comme pionnier du déploiement de l'usine du futur, voilà, de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, et que pour la région, c'est un programme qui est vraiment un programme phare et stratégique. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la plénière hier matin, vous avez vu comment le président de la région, Alain Rousset, en parle. Pour lui, c'est un programme qui lui tient vraiment à cœur et dans lequel il s'investit fortement. Ce programme, il est mature. On fait l'évaluation, on en parle aujourd'hui, mais on en parle aujourd'hui 7 ans après le lancement du programme, puisqu'il a démarré en février 2014. Et si on regarde les 2 premiers marchés de diagnostic, c'est un peu comme ça qu'on l'organise, ce programme, autour des marchés de diagnostic. Mais sur les 2 premiers marchés de diagnostic, le marché 2014-2016 et le marché 2017-2019, 600 entreprises ont été accompagnées, 600 entreprises industrielles. Donc déjà un accompagnement important et une mobilisation financière également importante. Alors, on a mis 116 millions d'euros d'aide publique sur ces 2 premiers marchés, mais le président Alain Rousset, hier matin, a cité le chiffre de 165 millions d'euros, globalement en intégrant les entreprises qui ont commencé à intégrer le 3e marché. Et puis, c'est un programme qui monte en puissance, puisqu'un partenariat a été conclu avec l'État. L'État, il souhaite accélérer la transformation des entreprises vers l'usine du futur. Donc, il a mis en place un plan d'accompagnement qu'il appelle 10 000 petites et moyennes entreprises accompagnées vers l'usine du futur. Un partenariat a été conclu avec l'État, avec une cible de 900 entreprises à accompagner sur la période 2020-2023, dans le cadre de ce qu'on appelle au sein de la région le 3e marché de diagnostic. Alors, les objectifs de cette évaluation sont les suivants. Le premier objectif, c'est de revenir sur les effets de ce programme et c'est d'apprécier les effets de celui-ci sur la performance et le développement des entreprises accompagnées, des entreprises qui bénéficient de ce programme. Le deuxième élément, c'est de mesurer la perception et la satisfaction de ces entreprises par rapport aux services offerts par le programme. C'est une sorte de mini-enquête de satisfaction. Le troisième élément, c'est de mesurer l'avancement des plans d'action. Alors, maintenant, je pense que certains d'entre vous sont coutumiers de l'organisation du programme. Vous savez qu'il démarre par une étape qui est une étape de diagnostic et qui est réalisée par des experts en performance industrielle, excellence opérationnelle. Et à l'issue de ce diagnostic, on définit un plan d'action. Donc, ce qui était important dans l'évaluation, c'est de voir comment ce plan d'action se mettait en place, donc mesurer l'avancement du plan d'action. On y reviendra, bien sûr, dans les premiers enseignements, et d'identifier soit les freins, les blocages qui empêchent le bon déroulement de ce plan d'action, soit les facteurs d'accélération. Le quatrième objectif, c'était d'apprécier si les ressources, mais aussi les modalités de gestion et de pilotage de ce programme, qui sont mis en œuvre au niveau de la région, ils répondent à l'ambition d'accompagner les entreprises dans leur région dans leur transformation vers l'usine du futur. Et le dernier objectif, c'est qu'on bénéficie de préconisations. Alors, à la fois de nature stratégique, c'est repenser, faut-il ou pas repenser le programme, et aussi opérationnel, c'est regarder un petit peu ses modalités de mise en œuvre, notamment dans le cadre du nouveau marché, donc de la période 2023, même si ce nouveau marché, il a démarré, il est toujours possible, pendant le déroulement de ce marché, d'apporter des améliorations. Alors, le périmètre de l'évaluation, on a mis phase 1. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on s'intéresse aux entreprises qui ont bénéficié d'un diagnostic
entre 2014 et 2016. Alors, pourquoi on fait ça? C'est parce que, en fait, le programme Usine du futur, pour une entreprise, c'est une aventure qui se déroule dans la durée. C'est-à-dire, on l'invite à prendre un chemin. Le chemin, il commence par un diagnostic. Donc, c'est ce qui s'est passé pour ces entreprises entre 2014 et 2016. Mais ensuite, il faut que ce diagnostic, on va y revenir, se traduise dans un plan d'action. Donc, il faut que le plan d'action, l'entreprise le définisse. Il faut qu'elle puisse ensuite le mettre en œuvre. Et puis, nous, ce qu'on veut voir à travers l'évaluation, c'est en quoi ces actions, elles ont permis à l'entreprise de se moderniser, de se transformer, et ensuite, quels effets cette transformation, cette modernisation ont eu sur sa performance. Et tout ça, ça demande du temps. Donc, si on veut regarder, si on veut observer tout ça, eh bien, il faut un petit peu remonter le fil du temps, repartir en arrière et s'interroger aux entreprises qui ont démarré dans le programme. C'est pour ça qu'on a sélectionné les entreprises qui avaient bénéficié d'un diagnostic entre 2014 et 2016. Donc, vous voyez un peu moins de 300 entreprises. Alors, ces entreprises, quelles sont-elles? Ce sont majoritairement des petites et moyennes entreprises, puisque vous voyez que le chiffre d'affaires médian, il est de 7,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires moyen est beaucoup plus important parce qu'on a quelques entreprises, notamment des ETI, qui sont rentrées dans le programme avec des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés. Et puis, des effectifs qui sont pour la moitié des entreprises concernées, compris entre 10 et 50 salariés. Ces entreprises, elles sont localisées majoritairement dans l'ex-région Aquitaine. Alors, très peu dans l'ex-région Limousin. Pourquoi? Parce que avant la fusion des régions en 2016, en ex-région Limousin, il n'y avait pas ce type de programme d'accompagnement. Et en région Poitou-Charentes, il y avait un programme d'accompagnement, mais dans ses modalités un petit peu différentes de ce qu'on observait en Aquitaine. Et les secteurs d'activité qui sont concernés, ils représentent un petit peu le panorama des secteurs d'activité de la région. Majoritairement, les entreprises accompagnées, ce sont des entreprises des secteurs de la mécanique, de l'aéronautique, sous-traitance aéronautique, de l'industrie agroalimentaire, avec une prédominance d'entreprises du secteur viticole et du bois ameublement. Donc, on représente un petit peu les secteurs d'activité de la région. Voilà un petit peu l'objet et le périmètre de l'évaluation. Et maintenant, je vais laisser la parole à Virginie Besserest et Adrien Flichy pour venir un petit peu plus dans l'évaluation elle-même. Merci beaucoup, Pascal Cayat. Alors, je vais effectivement prendre la suite et peut-être revenir sur la notion même d'évaluation de politique publique. Peut-être juste pour rappeler, comme ça a déjà été fait, qu'évaluer, c'est en fait apprécier la valeur d'une politique publique du point de vue de l'intérêt général. C'est important de le préciser parce qu'en fait, on n'est pas là dans un exercice d'audit ou de contrôle de ce que les entreprises bénéficiaires auraient fait de l'argent public. C'est bien plus une approche réflexive sur comment est-ce que cette politique publique de la région Nouvelle-Aquitaine produit des changements sur le territoire ou pas. Et pour pouvoir visualiser ça, on a besoin de clarifier finalement quels sont les attendus de cette politique publique-là. Pour ça, on a schématisé un petit peu ce que va faire la région et ce qu'elle en attend. Donc, dans le programme, comme ça vient d'être dit, en fait, le programme Usine du futur, qu'est-ce que c'est? C'est de la part de la région la proposition d'appel à manifestation d'intérêt qui invite les entreprises à s'intéresser au diagnostic. Ce sont bien sûr des actions de communication et de réseau autour de cette proposition-là. Des diagnostics réalisés par des consultants. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de préciser qu'on est sur quelque chose qu'on appelle diagnostic ou pré-diagnostic, qui, sur cette période-là, représentait 2 jours d'intervention et qui a la spécificité d'être gratuit pour les entreprises. Et au-delà de ce diagnostic-là, effectivement, un accompagnement par des référents qui sont des personnels de la région ou de l'agence de développement, la DNA, pour poursuivre les entreprises qui s'engagent dans ces diagnostics. Donc ça, c'est ce que propose la région. Qu'est-ce qu'elle en attend? Elle en attend que les dirigeants d'entreprises industrielles du territoire se saisissent de ce programme. On peut toujours être en proposition de programme et qu'en face, il n'y ait pas de réponse. Donc la première étape, c'est effectivement, est-ce que les entreprises du territoire s'en sont saisies?
et que grâce au diagnostic et à l'accompagnement des référents, ça leur permet d'identifier des leviers de performance pour leur entreprise. Alors, on peut être sur des leviers de performance de nature différente. Là, on était beaucoup sur de l'organisation industrielle, du management, mais il peut aussi y avoir des choses autour des pratiques environnementales, de la fabrication, la gestion des flux et tout ce qui va être plus technologique, robotique, cobotique, etc. Au-delà de ça, un diagnostic, ça sert avant tout à ça, identifier une situation, ses forces, ses faiblesses. Et derrière, l'idée, c'est que ça puisse déboucher sur la construction par les entreprises d'un plan d'action, si possible avec leurs équipes. Et pour ça, une des questions, c'est de trouver les moyens de le faire. Et pour cela, la région, dans un second temps, peut venir en appui avec des aides spécifiques, que ce soit des aides à l'investissement, au conseil, au recrutement, à la formation. Et d'autres acteurs, d'ailleurs aussi publics, peuvent venir en appui pour donner aux entreprises intéressées par le diagnostic et ses perspectives de mettre en œuvre le plan d'action. En gros, ce que connaît la région du programme en termes de retour d'information, ça s'arrête là. Ce qui va être intéressant de connaître par la région, c'est ce qui se passe ensuite. Est-ce qu'une fois que le consultant qui a fait son diagnostic est parti, a rendu ses conclusions et ses préconisations, est-ce que les entreprises bénéficiaires du diagnostic en font quelque chose? Et ce quelque chose, ça peut être par exemple le fait de créer un document programmatique qui peut prendre la forme d'un plan d'action opérationnel ou d'une introduction de certaines parties des préconisations dans leur plan stratégique plus global. Et est-ce que la mise en œuvre de ce plan d'action-là permet de réaliser plus vite les transformations qui ont été identifiées, dont on a vu qu'elles pouvaient être de nature différente? Si ça permet ça, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un plan d'action et la réalisation de transformations de façon peut-être plus rapide, est-ce que derrière, ça mène bien à une amélioration des performances des entreprises? Est-ce que ça apporte une amélioration des performances industrielles dans un premier temps? Et c'était vraiment le cœur de cette génération de programmes 2014-2016. Donc là, on est vraiment sur l'excellence opérationnelle et les nouvelles technologies. Mais ce n'est pas le seul angle d'attaque. En tout cas, ce n'est pas les seuls attendus de la région. Il y a aussi des attendus en termes de qualité de vie au travail pour les salariés. Donc, on n'est pas uniquement dans la performance dans les entreprises purement technique, mais aussi en termes de qualité de vie pour les salariés. Et également en matière environnementale, de transition écologique. Alors, là, vous avez vu, il n'est pas tout à fait en gras parce qu'en fait, sur la première génération, ce n'était pas une priorité du programme. Elle l'est devenue par la suite sur les générations suivantes. Qu'en attend la région ensuite, bien sûr, c'est que tout ça permette aux entreprises du territoire bénéficiaire de renforcer leur compétitivité et leur activité pour au bout, et c'est là qu'on retrouve l'intérêt général dont on parlait tout à l'heure, que le territoire s'y retrouve et que ça lui permette à la fois de conserver, mais aussi de dynamiser son activité industrielle et tous les emplois qui vont avec sur l'ensemble des différents territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, en gros, notre travail d'évaluation, ça a été quoi? Ça a été essentiellement d'aller vérifier que, est-ce que cette première partie en orangé, on va dire, avait bien eu lieu et est-ce que ça menait bien vers les effets qu'en attendait la région? Alors, pour faire ça, nous avons réalisé cette mission. On a commencé à la fin de l'été 2019 avec toute une phase un peu classique de structuration, de cadrage de la mission. Ah oui, alors on a oublié de dire un point important. Cette mission, on l'a réalisée, c'est pas Quadrant Conseil tout seul. C'est en appui aussi avec le laboratoire de génie de production de l'ENI de Tarbes et avec une autre scope spécialisée en évaluation qui s'appelle Itinéraire Conseil. Donc, c'est une mission qu'on a réalisée à 3 partenaires. Nous avons, comme vous, enfin en tout cas le monde des entreprises, subi de plein fouet la crise sanitaire, ce qui a étiré un petit peu notre calendrier et nous a amené à réaliser la collecte d'informations sur un temps un peu plus long que prévu. Et cette collecte, elle est passée principalement par des entretiens avec l'ensemble des référents de la région qui suivaient donc les entreprises bénéficiaires, par une enquête auprès des dirigeants d'entreprise. Donc, ils étaient au nombre de 269 à avoir bénéficié du programme du diagnostic en tout cas, entre 2014 et 2016.
Donc, c'était une enquête téléphonique, je vais revenir dessus dans un instant. Et puis, il y a eu toute une phase également de terrain, de visite sur site, où nous sommes allés à la rencontre des entreprises pour rencontrer non seulement les dirigeants, mais aussi un certain nombre d'autres acteurs de l'entreprise. Parallèlement à ça, nous avons également réalisé des entretiens et été chercher les points de vue sur la question des partenaires du programme, donc une vingtaine, et aussi des représentants des territoires, en l'occurrence les élus locaux, sur une dizaine de territoires. On a réalisé 2 ateliers territoriaux il y a peu de temps et en gros, on en est effectivement, comme c'était expliqué, dans la phase de finalisation et de production de l'analyse croisée de toute cette collecte et de production du rapport final. Ce sur quoi nous allons nous appuyer là dans la présentation va s'appuyer essentiellement sur les 2 outils qui ont été réalisés avec les entreprises bénéficiaires. Donc, d'une part, l'enquête auprès des dirigeants. Alors, c'était une enquête qui a été réalisée fin 2019, début 2020. Auprès des dirigeants d'entreprise et nous avons, alors c'était un questionnaire relativement long, on était sur 25-30 minutes, une 60aine de questions, donc des choses assez approfondies et nous avons réalisé 215 entretiens, alors pas sur les 269 parce que des entreprises avaient disparu depuis, mais sur 250. Ce qui nous donne un excellent taux de réponse, assez rare, il faut l'avouer, dans nos pratiques évaluatives, où on a eu un taux de réponse de 86%, et donc une bonne représentativité de l'enquête sur laquelle on va appuyer les enseignements qu'on vous présente. Parallèlement à ça, nous avons été à la rencontre de 58 de ces entreprises. Donc ça, ce sont des collectes de terrain que nous avons réalisées entre septembre et novembre. Et en gros, nous passions une grosse demi-journée dans les entreprises, d'une part avec le dirigeant, mais aussi avec les responsables d'axes prioritaires d'amélioration. Nous avons aussi eu la possibilité de rencontrer des représentants du personnel dans une grosse majorité de ces entreprises et de pouvoir aller voir sur site les modifications qui avaient été apportées dans le cycle de production. Alors, en tant qu'évaluateur, un des premiers enseignements pour nous, c'est effectivement ce bon taux de réponse et cette ouverture des entreprises à nous recevoir en pleine période Covid où elles avaient quand même un petit peu autre chose à penser. Donc, on a été très positivement surpris et quelque part, ça témoigne de la création, je pense, d'une relation de confiance entre les entreprises et la région qui est aussi intéressante en soi à souligner. Alors, ce qu'on va vous présenter, s'appuyant là-dessus, ça va être d'abord qu'est-ce que les entreprises ont pensé de l'utilité de ce diagnostic, comment s'est passée la mise en œuvre de recommandations. Ensuite, je passerai la parole à Adrien pour qu'il vous présente les effets du programme sur les performances de ces entreprises bénéficiaires et l'impact de la crise sanitaire, notamment sur les projets de transformation et les propositions d'évolution faites par les entreprises vis-à-vis du programme Usines du futur. Alors, je vais commencer par l'utilité du diagnostic et la mise en œuvre des recommandations. Donc, sur le diagnostic, pour le rappeler, un diagnostic de 2 jours réalisé par des consultants experts en organisation industrielle qui avaient été préalablement sélectionnés par la région et pour lesquels il y a aussi un processus de contrôle de qualité mis en place. Diagnostic gratuit pour les entreprises bénéficiaires et qui en plus ne les engage à rien. C'est non neutre le fait que ça ne les engage à rien parce qu'il aurait pu aussi ne rien se passer après la réalisation de ce diagnostic. Alors, que nous ont dit les entreprises concernant l'utilité de ce diagnostic? Elles nous ont dit, alors vous avez en haut à droite de la diapositive, je ne sais pas si c'est très lisible, mais en gros, la question qu'on leur posait, c'était, vous avez bénéficié d'un diagnostic réalisé par un consultant ou une consultante. Avec le recul, est-ce que ce diagnostic a été utile à votre entreprise? Et là, comme vous pouvez le voir, on a 80% d'entreprises qui nous disent oui. Alors, c'est oui tout à fait ou oui plutôt, mais on a quand même 38% d'entreprises qui nous répondent oui tout à fait. Et en quoi ça a été utile à l'entreprise? Ce qu'ils nous ont dit, c'est que généralement, ça leur a surtout permis d'objectiver des intuitions, voire de prendre conscience de faiblesses dont ils n'avaient pas véritablement connaissance ou une connaissance aussi aiguë initialement. Et ça a surtout permis de jouer une espèce de rôle de catalyseur pour enclencher
et dans beaucoup de cas plutôt accélérer le processus de transformation. Parmi les, vous voyez, 13% n'ont pas vraiment et 3% n'ont pas du tout, quand on leur demande qu'est-ce qui fait que pour eux ça n'a pas été utile, ces quelques entreprises nous disent que finalement pour elles ce diagnostic était un peu superficiel, qu'en 2 jours c'est difficile de connaître la substance même d'une entreprise, de son activité, de ses pratiques, ou que les préconisations qui ont été proposées étaient insuffisamment spécifiques ou précises par rapport au caractère souvent assez particulier du marché sur lequel elles évoluent ou des techniques de production qu'elles utilisent. Ce qu'on a également cherché à savoir, c'est est-ce que finalement ce diagnostic était resté un dialogue entre le dirigeant de l'entreprise et le consultant, ou est-ce qu'il avait diffusé un petit peu plus profondément dans l'entreprise? Et on a pu voir que dans la majorité des cas, le diagnostic avait bien été partagé, alors comme de façon assez logique, souvent avec l'encadrement de production et le comité de direction. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une entreprise sur 4, donc 25%, ce diagnostic avait été aussi partagé avec l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant. Donc voilà pour la partie utilité des diagnostics. La question qui se pose après, c'est une fois que le consultant a fait son retour sur ce que le diagnostic mettait en exergue et sur les préconisations qu'il proposait à l'entreprise, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que finalement les entreprises ont fait de ces préconisations? Alors, ce qu'on a pu voir d'intéressant, c'est que près de 3/4 des entreprises qui avaient bénéficié de ces diagnostics-là en ont fait après un document à leurs mains. C'est-à-dire qu'elles ont rédigé soit un plan d'action opérationnel ou, comme on le disait tout à l'heure, elles ont intégré les morceaux qui les intéressaient dans des outils programmatiques qu'ils avaient déjà. Et c'est souvent pas tout seul, mais dans près de la moitié des cas, en associant l'encadrement de production et ou les salariés à la construction même de ce document. Vous avez sur la droite la question qui a construit ce plan d'action. Alors on retrouve pour la moitié effectivement des cas le dirigeant et les membres du comité de direction. Mais comme vous pouvez le voir, certains ont pu faire appel à des consultants pour les aider à construire ce document. C'est 15% des personnes qu'on a interrogées. Mais aussi ça a pu être avec directement les salariés dans 11% des cas. Point important, on y reviendra tout à l'heure, 6 entreprises visitées sur 10, donc je vous rappelle, on en a visité 58, donc là, on n'est pas représentatif, mais ça donne quand même une idée. Dans 6 entreprises sur 10, il y a une nomination d'un ou de plusieurs pilotes autres que le dirigeant pour se saisir et s'assurer de la mise en œuvre des recommandations ou du plan d'action construit. Ce qui, on va le voir, peut être un élément assez important en termes de facteurs clés de succès. Donc voilà, 3/4 des entreprises qui ont rédigé un document programmatique à l'issue du diagnostic. Alors quand je dis à l'issue, c'est pas forcément dans les 15 jours qu'on suivit. Dans certaines entreprises, ça a été rapide, dans d'autres, ça a pu demander quelques mois, 1 an, 2 ans. Tout ça étant lié au contexte spécifique de l'entreprise, aux difficultés rencontrées, parfois un changement de dirigeant ou de stratégie qui ont pu reporter à plus tard. Mais en tout cas, 3/4 d'entre elles, effectivement, ont rédigé ce document. Alors, rédiger un document, c'est bien, mais est-ce que quelque part ensuite, ça se traduit en quelque chose de concret? Là, ce qui a été intéressant de voir, c'est que les entreprises avaient, alors j'espère pas de bêtises, mais entre 5 et une vingtaine de préconisations à l'issue du diagnostic. Et en moyenne, à date, donc en 2019-2020, elles avaient mis en œuvre 71% en moyenne de ces recommandations. C'est donc un taux de transformation qui est très élevé. Et qui n'est pas lié, qu'on n'a pas pu, malgré nos analyses, relier à soit une taille d'entreprise, soit un type de recommandation. Il n'y a pas de facteur taille ou de facteur type de recommandation qui a plus marché les uns que les autres. Ça a vraiment été spécifique à chaque entreprise. Mais voilà, en sortie à ce stade, on a quand même 71% en moyenne des recommandations qui ont été mises en œuvre.
Alors, peut-être utile pour vous en tant qu'auditeur de cette intervention, on a été un petit peu creusé quels étaient les facteurs internes qui pouvaient être facteurs clés de succès pour réussir la transformation, la mise en œuvre de ces recommandations. On a trouvé 5 facteurs qui jouaient un rôle vraiment déterminant dans cette transformation des actions. Le premier, c'est effectivement que souvent il y avait, pas toujours, mais souvent il y avait la préexistence d'un projet de transformation industrielle. Donc quelque part, il y avait une préculture, une ouverture d'esprit à ça. Ce qui a été fort marquant aussi, c'est quelque part la capacité du dirigeant à porter la démarche. On a vu que dans les cas où il y avait eu peu de portage par le dirigeant, souvent ça s'est pas traduit ensuite ni en plan ni en action. Le fait d'avoir transformé les recommandations des consultants en plan d'action opérationnel a également été un facteur clé de succès, surtout quand parallèlement, il y avait désignation d'un pilote pour s'en occuper derrière et assurer un suivi de sa mise en œuvre. On a pu voir aussi qu'un autre facteur clé de succès important était la capacité de l'entreprise à favoriser l'appropriation, pas seulement par le comité de direction ou par la direction de la production, mais aussi par les salariés en général. Et pour ça, des actions alors ça peut prendre des formes différentes, soit des actions de formation, des actions d'accompagnement au changement, mais qu'en tout cas, ça avait été dans tous les cas un facteur clé de succès pour que ça se passe bien. Ce qui a pu freiner cette transformation, le fait que finalement les entreprises s'en saisissent, ça peut être parfois des manques de ressources financières ou des manques de ressources humaines. Ils nous ont fait des retours aussi bien sûr sur les difficultés de recrutement et puis le fait que dans des entreprises, on a vu, c'est pas toutes des grosses entreprises, il n'y a pas forcément énormément de salariés qui ont du temps disponible pour s'en charger. Là, ce qui a pu jouer un facteur, qui cette fois n'est plus interne mais externe, qui a favorisé cette transformation, c'est le fait que la région propose, à l'issue de ce diagnostic et en fonction des besoins identifiés, des aides, comme on disait, soit à l'investissement, soit à la formation, soit au conseil, soit au recrutement même. Et c'est, je crois, 78% des entreprises qui avaient bénéficié du diagnostic entre 2014 et 2016 qui ont pu bénéficier comme ça d'aide pour favoriser la mise en œuvre de ce plan d'action. Comme Pascal Caillat le disait au début, on en a profité aussi pour creuser un petit peu la perception des entreprises sur le soutien qu'elles avaient reçu de la région. Et on leur a demandé effectivement qu'avez-vous pensé de l'accompagnement de la région dans cette démarche de diagnostic, puis d'accompagnement à l'amélioration de la performance des entreprises industrielles du territoire. Alors, comme vous pouvez le voir, on a 37 et 48% de satisfaisants, donc 37% de très satisfaits et 48% de plutôt satisfaits, ce qui laisse assez peu de plutôt pas ou pas du tout satisfaits. Les moins satisfaits, en général, ils n'ont pas été satisfaits pour des raisons qui peuvent être liées au manque de suivi à l'issue du diagnostic ou le match ne s'est pas bien fait avec le consultant qui avait été défini, ou ils ont ressenti un besoin d'aide financière à l'issue qui n'a pas été porté. Vous voyez, c'est un taux relativement réduit d'entreprises. On a essayé de savoir un petit peu aussi si pour les entreprises qui avaient bénéficié d'aide, et notamment d'aide financière, si elles n'en avaient pas bénéficié, que serait-il advenu de ces recommandations et de ces plans d'action? Et comme vous pouvez le voir en bas à droite, dans la majeure partie des cas, les projets en sortie auraient été moins ambitieux, c'est les 49% de réponse. Donc pour une entreprise sur deux, la transformation aurait été moins ambitieuse et pour 39%, ça aurait pris plus de temps que ça a pris. Donc, on a surtout un rôle là des aides publiques qui permet d'accélérer et de renforcer l'ambition de ces transformations industrielles. Alors, je vais passer la parole à Adrien sur les effets que ça a eu au-delà de la mise en œuvre sur les entreprises concernées. Merci beaucoup Virginie. Alors donc on va effectivement passer à cette deuxième partie consacrée aux enseignements de l'évaluation, aux premiers enseignements, donc sur les effets du programme, après avoir
donc vous avoir présenté l'utilité du diagnostic et la mise en œuvre des plans d'action. L'idée, et si on reprend un petit peu la logique d'intervention que vous présentez Virginie, l'hypothèse qui était faite, c'était que ce programme était ensuite susceptible de générer des effets, tout d'abord, et ici c'était vraiment le cœur des attentes sur la performance industrielle des entreprises. On va commencer par vous esquisser une photographie générale des changements qu'on observe dans les entreprises, notamment à partir des visites qu'on a pu réaliser, donc les visites réalisées dans les 58 entreprises. Le premier enseignement, c'est que généralement, on observe donc une bonne dynamique de croissance de l'activité des entreprises, qui se manifeste notamment par une augmentation du chiffre d'affaires, et que cette croissance, elle est généralement génératrice de création d'emplois dans des proportions assez proches de l'augmentation du chiffre d'affaires. Ce premier enseignement, néanmoins, il se traduit assez peu souvent. On verra qu'il y a des différences notables en fonction des tailles d'entreprise, par une création de richesse supérieure, ni par une meilleure rentabilité. Ici, donc, les différences les plus notables, c'est que c'est quelque chose qu'on observe plus pour les plus petites entreprises et pour les ETI, moins pour les entreprises entre 50 et 250 salariés. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique en partie par des performances du cycle d'exploitation qui sont en retrait, notamment avec un BFR qui s'alourdit, notamment en raison de l'augmentation des stocks. Et ça, c'est un enseignement assez important qu'on creusera par la suite, puisque une des attentes, en tout cas du programme, c'était plutôt d'agir sur une baisse du volume de stock. Et c'est quelque chose qu'on n'observe pas, en tout cas à partir d'une photographie générale sur les 58 entreprises qu'on a pu visiter. Dernier enseignement, c'est qu'on a bien des entreprises qui investissent à un rythme soutenu, mais que c'est assez difficile d'observer une réelle évolution sur la productivité sur la période. Ici encore, on verra que c'est plus compliqué, ça dépend à la fois de la taille des entreprises et ça dépend surtout de la façon dont on capte ces évolutions de la productivité. Et on verra que c'est très dépendant finalement des indicateurs qui peuvent être mobilisés pour réaliser et esquisser finalement cette évolution. Ce qu'on propose ici, c'est du coup de creuser essentiellement deux changements qui étaient attendus. Pourquoi ces changements? Parce que c'était probablement là où on attendait le plus de différences de la part du programme Usine du Futur, et d'autant plus sur cette première génération qui, comme Pascal Gayat et Virginie Berest l'ont évoqué, était très centrée sur la question de la performance industrielle et de l'excellence opérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant la productivité? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe finalement un paradoxe qui est que quand on a réalisé les visites auprès des entreprises, on a une large majorité des entreprises, plus de 2/3 des entreprises qui nous ont dit qu'elles observaient des conséquences positives, parfois très positives, sur leur organisation industrielle. Pour quelles raisons? Elles associent ces conséquences généralement à la réorganisation des flux, qui a souvent été impulsée par des actions mises en œuvre dans le cadre du programme Usine du Futur, et plus généralement à la mise en œuvre de certains des principes clés du Lean Manufacturing. Ici, ces conséquences positives, elles dépendent évidemment de la culture de l'entreprise, de leur niveau de maturité par rapport notamment à ces principes clés du Lean. Et on a des entreprises où les changements ont pu être finalement assez très importants parce qu'elles partaient probablement de relativement loin. Néanmoins, donc on observe un paradoxe, puisque ça, c'est ce qu'on a pu collecter à partir des visites. Et quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, et on a pu s'appuyer notamment sur certains indicateurs qui nous ont été fournis par la Banque de France, des indicateurs plutôt macroéconomiques. Et pour la productivité, on s'est notamment appuyé sur un indicateur, un ratio entre la valeur ajoutée de l'entreprise et l'évolution des effectifs. Ici, finalement, on voit qu'on a plutôt, si on s'appuie sur cet indicateur-là, on voit des évolutions très contrastées en fonction des tailles des entreprises, avec une productivité qui est plutôt à la hausse pour les plus petites entreprises, inférieures à 50 salariés, et puis pour les ETI, autour de 5-6% grosso modo sur la période, et à l'inverse, qui est plutôt à la baisse pour les entreprises entre 50 et 250 salariés. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on a pu esquisser comme enseignement sur la productivité
discuté. Donc finalement, c'est assez difficile d'avoir une vision uniforme, parce que c'est très, très différent en fonction des tailles d'entreprise. Et puis, comme je le disais précédemment, ça dépend vraiment de l'indicateur qu'on va mobiliser. Et cet indicateur macroéconomique, il ne parle pas finalement toujours aux entreprises qu'on a pu visiter. Deuxième élément qu'on a regardé spécifiquement, c'est la question de l'évolution des stocks. Et donc, comme je le disais précédemment, on observe plutôt une croissance des stocks sur la période. Et donc, on a essayé de comprendre finalement comment est-ce que cette croissance des stocks, comment est-ce qu'on pouvait expliquer cette croissance des stocks. La première explication, c'est que finalement, il y a bon nombre d'entreprises qui nous ont dit qu'elles avaient plutôt sur la période cherché à diversifier leur activité. Et donc, mécaniquement, en diversifiant leur activité, on a potentiellement une augmentation des stocks et notamment des composants. Ça, c'est la première explication et je pense que c'est l'explication qu'on retrouve dans le plus d'entreprises. Le deuxième élément, c'est qu'on a également des entreprises qui nous ont dit, ça peut être le cas par exemple dans le secteur de l'électronique, qu'elles ont été amenées sur la période à constituer des stocks de précaution face en anticipant une raréfaction des composants, ce qui peut aussi expliquer finalement en partie l'augmentation du volume des stocks. Et le dernier élément qu'on observe et qui peut faire un peu sourire, mais qui n'est pas si anecdotique, c'est que finalement, à travers les actions qui ont pu être impulsées dans le cadre du programme Usines du futur, on a un certain nombre d'entreprises qui ont été amenées à investir dans un ERP, à se doter d'un ERP, et ça a pu amener également assez mécaniquement ces entreprises à avoir une vision plus fiable, plus fidèle finalement de l'évolution du volume des stocks. Et finalement, cette croissance des stocks, elle peut aussi s'expliquer par le meilleur calcul des stocks entraîné par l'arrivée d'un ERP dans l'entreprise. Voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution de la performance industrielle. On va passer maintenant à la question de la performance sociale. Qu'est-ce qu'on a pu observer sur notamment l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ici, ce qui est très important de rappeler, c'est d'un point de vue méthodologique, c'est que dans une très large majorité d'entreprises, on a pu croiser finalement le point de vue de la dirigeante, du dirigeant, d'un responsable de l'axe d'amélioration et puis de représentants du personnel, de salariés de l'entreprise. Et donc, c'est évidemment très important de le rappeler parce que ça permet de renforcer la robustesse des enseignements et de ce qu'on a pu collecter. L'enseignement, et si on devait en retenir qu'un sur l'évolution de la performance sociale des entreprises, c'est que finalement, dans toutes les entreprises qu'on a visitées, on n'a aucune entreprise où on nous a dit que les chantiers impulsés avaient conduit in fine à détériorer la qualité de vie au travail. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est évidemment très intéressant puisque ça fait partie des débats classiques qui peuvent être véhiculés autour de la question du Lean. Et quand on a croisé les points de vue au sein de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas eu de résistance au changement qui a pu être enclenchée suite à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Mais globalement, in fine, les personnes qu'on a interrogées reconnaissent que ça n'a pas amené à une détérioration de la qualité de vie au travail. Ce qu'on observe un peu plus finement, c'est qu'on a des évolutions positives qui sont observées en matière de qualité de vie au travail. C'est ce que vous retrouvez sur le petit graphique en haut à droite. Donc, dans près de 8 entreprises sur 10, on nous dit qu'il y a eu à minima quelques améliorations et dans 4 sur 10, des évolutions positives notables. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une part qui est non négligeable d'entreprises qui font le lien, c'est souvent un lien assez partiel, avec le programme Usines du futur. C'est que finalement, en incitant les entreprises à améliorer leur excellence opérationnelle, ça a pu indirectement avoir des conséquences sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Les améliorations qu'on observe qui sont les plus fréquentes, c'est des améliorations qui portent sur les conditions de travail. Ici également, ça dépend évidemment du niveau initial, d'où on partait, comment étaient les conditions de travail dans les usines, dans les ateliers, mais on a observé assez souvent donc une amélioration du confort et une réduction de la pénibilité. On a aussi observé des avancées assez visibles en matière de formation, puisque finalement les actions qui ont été impulsées dans les entreprises, elles s'accompagnent assez souvent d'actions de formation.
Et la région soutenait également les entreprises en matière de formation. Et également, elles peuvent engendrer un renforcement de la polyvalence notamment des opérateurs et des opératrices. Autre conséquence positive assez classique, c'est des évolutions positives en matière de communication et notamment de communication interne avec un certain nombre de points d'information des salariés. Et ici, donc, on a donc des évolutions assez fréquentes au sein des entreprises qu'on a pu rencontrer. Peut-être juste un mot sur la performance environnementale. Donc Virginie vous disait tout à l'heure, quand elle vous a présenté la logique d'intervention, que ce n'était pas du tout au cœur de cette première génération du programme, à l'exception des entreprises de l'ex-région Poitou-Charentes. Et on observe ici un certain nombre d'évolutions, notamment sur deux principaux volets, la gestion des déchets et puis sur le volet énergétique, mais qui sont assez rarement en lien avec les actions qui ont été déployées, pour une raison précise, c'est que ce n'était pas au cœur de la première génération du programme. Alors, on va terminer cette présentation sur les enseignements en vous donnant quelques éléments sur l'impact et les impacts de la crise sanitaire pour les entreprises qu'on a pu rencontrer, et puis les suggestions d'amélioration qui ont été esquissées par les entreprises. Donc, il faut le rappeler sur donc le calendrier. Virginie vous disait tout à l'heure que le calendrier de la mission a été amené à glisser un petit peu avec la crise sanitaire, et on a été amené à réaliser les visites juste avant, voire même pour les dernières entreprises, au moment du deuxième confinement. Donc, on était vraiment au cœur de cette actualité-là. Dans la très grande majorité des entreprises, pour la très grande majorité des entreprises, cette situation, cette crise exceptionnelle, elle ne remet pas en cause le projet de transformation. Donc, la raison d'être du projet, elle reste tout aussi prégnante pour ces entreprises. Dans certains cas, elle peut entraîner un report temporaire des investissements prévus. C'est finalement un élément en plus qui peut expliquer éventuellement un report d'un certain nombre d'actions qui se concrétiseront néanmoins. Ensuite, cette crise sanitaire, elle peut avoir renforcé l'importance d'un certain nombre de dimensions de transformation, et notamment la question de la transformation digitale, qui fait l'objet de plusieurs ateliers dans le cadre de cette conférence, et des investissements liés à l'automatisation, la robotisation, par exemple. Donc vraiment renforcer l'importance de la digitalisation dans les entreprises. Et enfin, dernier enseignement, une prise de conscience dans un certain nombre de cas de la nécessité de mettre en place des stratégies de diversification, d'évolution des pratiques en matière d'environnement, de climat, de RSE plus généralement, voire dans un certain nombre de cas, et commencer à esquisser des évolutions en matière de politique d'approvisionnement avec une relocalisation lorsque c'est possible d'un certain nombre d'approvisionnements. Donc ça, c'est vraiment les trois grands enseignements qui ressortent. Donc pas de remise en cause du projet de transformation, certains enjeux qui deviennent d'autant plus prégnants, notamment la transformation digitale, et puis des enjeux liés à la diversification et l'approvisionnement. Alors, pour terminer sur les propositions d'évolution, donc ici, vraiment à partir, donc c'est des suggestions qu'on a collectées à la fois auprès des entreprises qu'on a interrogées dans le cadre de l'enquête, donc 215 réponses, et puis des 58 entreprises rencontrées. Donc, les principales suggestions, elles portent sur l'adaptation du diagnostic. On est sur des entreprises qui peuvent avoir des réalités, évidemment des secteurs très différents, et donc avec un certain nombre d'enjeux qui peuvent être assez variables aussi en fonction des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort assez fortement, d'avoir un diagnostic qui répond mieux aux différentes spécificités des entreprises. La question également de la durée du diagnostic. On a été, Virginie le rappelait, sur un diagnostic de 2 jours. Un certain nombre d'entreprises considèrent que en 2 jours, c'est difficile d'aller au-delà d'un diagnostic soit très général, soit un diagnostic vraiment, au contraire, sur la première génération, plutôt très centré sur un enjeu. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort assez fortement. Et donc, en corollaire, la question de l'élargissement des thématiques de diagnostic, à voir finalement tendre vers un diagnostic plus systémique, qui intègre davantage de dimensions que la question de l'organisation industrielle, le développement durable, les ressources humaines, la RSE, la stratégie commerciale, par exemple.
On a des entreprises avec qui on a pu échanger également sur la place du référent usine du futur. Virginie rappelait tout à l'heure, on a, et c'est vraiment un enseignement intéressant pour la région, une satisfaction qui ressort fortement quand on les interroge sur l'accompagnement proposé par la région. Néanmoins, on a certaines entreprises qui seraient désireuses d'avoir encore davantage d'échanges avec leurs référents, donc à la région ou à l'agence, de façon à engager un dialogue un peu plus étroit dans le cadre de leur suivi. Autre élément à bien distinguer du suivi engagé par les référents, et ici c'est vraiment une étape clé, comment est-ce qu'on passe justement, comment est-ce qu'on peut transformer l'essai, et pour transformer l'essai, les entreprises nous disent que finalement il y a un accompagnement post-diagnostic qui est souvent nécessaire, et elles mettent en avant cet accompagnement qui, pour elles, devrait être systématisé, bénéficier de prestations de conseil, finalement, une fois que le diagnostic a été réalisé, pour vraiment maximiser les chances que les actions derrière soient déployées. Et puis ensuite, une dernière suggestion qui porte sur la lisibilité, la communication sur les aides existantes. Pas toujours facile pour les entreprises de se repérer entre les différentes aides qui peuvent exister, être proposées par la région, et puis également l'articulation entre ces différentes aides. Pour finir, donc, et ça c'est vraiment une des spécificités de l'évaluation, c'est donc elle portait sur la première génération du programme, donc les entreprises qui ont bénéficié du programme en 2014 et en 2016, et la région n'a pas attendu cette évaluation pour commencer à faire évoluer le programme. Et donc on a un certain nombre d'éléments qui ont d'ores et déjà été intégrés, notamment dans le troisième marché, qui font directement écho finalement aux suggestions qui ont pu être formulées par les entreprises. Les principaux, c'est donc qu'on a un diagnostic qui a été fortement renforcé avec une vision beaucoup plus systémique et qui intègre donc davantage de dimensions, avec un renforcement sur le volet de la stratégie numérique, sur le volet de l'usine durable, également des technologies liées à la production à l'ère de l'usine connectée. Et puis un renforcement, en tout cas, davantage de flexibilité sur la durée du diagnostic, avec la possibilité qui est offerte à certaines entreprises de bénéficier, voilà, si c'est nécessaire, de jours complémentaires, donc, en ayant la possibilité donc d'aller au-delà de cette durée de 2 jours qui était la durée proposée pour la première génération. Et puis, en écho à la question du suivi et du rôle joué par les référents, une réflexion également qui a été engagée par la région et l'agence pour renforcer donc le suivi post-diagnostic et le rôle et le dialogue impulsé par les référents auprès des entreprises. Voilà pour finir sur ces propositions d'évolution. Il reste presque 10 minutes et on sera évidemment ravis de répondre à vos questions. Alors, je prends la main parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions. Non, juste peut-être pour ceux là qui nous suivent et qui ont suivi la conférence hier sur la présentation du programme Usine du Futur, vous avez pu avoir plus en détail, puisque le prestataire OPO était présent à cette présentation. Vous avez pu avoir plus d'informations sur le contenu du diagnostic, son organisation, ses modalités. Mais effectivement, le programme Usine du Futur, il suit une sorte de boucle d'amélioration continue. Et effectivement, le pilote du programme, Pascal Hamé, il tient compte des enseignements et de ce qu'il observe dans les accompagnements successifs pour voir comment faire évoluer le programme. Donc voilà, cette question de spécification, de modulation, de flexibilité a bien été entendue, et donc le troisième marché là, la région conduit avec le prestataire OPO et ses partenaires, il répond à ces attentes. Je dois dire d'ailleurs que certaines entreprises sont revenues dans le programme. C'est-à-dire que les entreprises bénéficiaires de l'accompagnement en 2014-2016 peuvent revenir dans le programme et bénéficier à nouveau d'un diagnostic. Certaines d'entre elles l'ont fait, et on a eu un retour, notamment dans les ateliers qu'on a organisés début février avec quelques entreprises. On a eu des retours très positifs sur l'évolution de la prestation de diagnostic. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser par le
Alors, Voilà. je vois, Pascal, effectivement, qu'il y a une question sur des exemples de recommandations données par les consultants aux entreprises, notamment lorsqu'il y a un problème de gestion de stock. Euh, Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que les recommandations, elles portaient, enfin, l'analyse qui était faite, notamment en ex-région Aquitaine, hein, elle portait sur une cartographie des flux de production. Ça, c'était un outil qui était utilisé par le cabinet POP, hein, et donc, une des recommandations, c'était souvent de revoir l'organisation du flux de production de manière peut-être un peu plus, en rentrant dans le détail. Souvent, ce qu'on observait, c'était un flux qui était poussé, donc une faible relation finalement entre les commandes clients et le plan industriel et commercial et l'ordonnancement des fabrications. Ce qui fait que finalement, on produisait avec une planification qui poussait la production vers la vente et on avait notamment des stocks de produits finis qui pouvaient être relativement importants. Donc l'idée, c'est, et ça rejoint d'ailleurs une optique de diversification des productions et des fabrications, c'est d'aller progressivement vers un flux de production tiré pièce à pièce. Alors ça, c'est peut-être l'étape ultime, hein, c'est on part de la commande du client, on déclenche la production à partir de la commande client. Mais l'idée, c'est effectivement sur ces flux tirés pièce à pièce, c'est de voir comment les fabrications, comment on peut introduire, alors soit ce que Pop a souvent préconisé, place de séquenceurs qui permettent en fait de planifier les différentes productions. On peut le retrouver dans des méthodologies, des outils de type Kanban, hein, qui ont été aussi préconisés, mais c'est vraiment l'optimisation du flux de production, l'optimisation aussi des déplacements à l'intérieur de l'atelier, la suppression des croisements de flux également. Donc ça, c'est vraiment une des préconisations qui touche le flux de production, le flux physique de production. Il y a des préconisations qui ont touché sur le flux d'informations qui accompagne le flux physique de production. Quand je cite par exemple le Kanban, c'est aussi une organisation de l'information à l'intérieur de l'atelier pour organiser la planification des tâches entre les différentes opérations de fabrication. Et puis, dans les préconisations, si on sort un petit peu vraiment de la production elle-même, il y a beaucoup de préconisations qui touchent le pilotage opérationnel de la production au quotidien. Par exemple, la mise en place d'un management visuel de la performance dans l'atelier, avec sélection d'un certain nombre d'indicateurs qui doivent se faire au moment où on conçoit le management visuel de la performance, hein, mais d'indicateurs qui sont à la fois critiques et parlants pour l'atelier de production. Alors bien sûr, ça peut être la qualité des fabrications, mais ça peut être aussi bien les accidents du travail, le taux de fréquence, le taux de gravité, des indicateurs critiques de ce type-là. Et puis la mise en place de rituels quotidiens, on appelle les rituels quotidiens. Par exemple, ça peut être des animations à intervalles courts, hein, les AIC, qui font que tous les jours, on a au niveau de l'atelier un point d'échange, le point 5 minutes, hein, par exemple, et puis au niveau des contremaîtres, hein, ou des chefs d'atelier, un point 15 minutes, et au niveau de la production, la direction de la production, un point 30 minutes quotidien, et puis on fait remonter progressivement les problèmes qu'on n'arrive pas à traiter au niveau inférieur, hein. Donc les rituels quotidiens, la formalisation de démarches et méthodes de résolution de problèmes. Donc ça aussi, ça a été des préconisations mises en avant. Finalement, ce sont des principes du lean management, hein, qui sont déclinés dans les préconisations qui ont été faites. Voilà, majoritairement ce qu'on peut trouver comme type de préconisation. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je n'en vois pas à ce stade, mais n'hésitez pas à en mettre soit dans le chat, soit dans les questions. Juste pour ceux d'entre vous, hein, qui ont participé ou qui ont vécu la plénière de hier matin, hein, d'introduction à la manifestation Vive Industrie, je voudrais juste revenir un peu sur l'impact de la crise sanitaire et ce qu'a dit notamment la dirigeante de la société Moco Cartex sur voilà, la priorité de la digitalisation.
certains d'entre vous sont peut-être aussi dans ce cas-là. Hein, qu'est-ce qu'on doit donner en termes de priorité face à cette crise dans la gestion de notre entreprise et notamment la gestion de production. On revient sur le fait que le diagnostic usine du futur, il a été enrichi récemment d'un volet sur la stratégie numérique. Ça n'existait pas précédemment. Hein, et donc, ce programme, il peut vous aider dans vos réflexions sur la transformation numérique de votre entreprise. Et c'est pas uniquement la transformation numérique au niveau de la production. C'est pas uniquement l'IoT, c'est pas uniquement le data manufacturing, c'est vraiment la transformation numérique, la stratégie numérique au sens large. D'autres commentaires? Alors, soit on a été d'une clarté totale, pas de réaction particulière. Mais je crois qu'il y a quand même une question posée par François Pellerin sur le fait que donc on a des résultats assez intéressants sur la mise en œuvre des recommandations, sur les effets sur la qualité de vie au travail, et puis assez peu d'impact sur les performances économiques des entreprises. Et donc, nous demande comment est-ce que ça peut s'expliquer. Est-ce que je peux esquisser une première réponse et puis je vous laisse compléter. En fait, nous, on a essentiellement creusé finalement sur la question de la productivité et de la gestion des stocks, hein, donc avec les raisons qui sont expliquées. L'élément, peut-être, ça reste compliqué finalement d'esquisser des enseignements sur la productivité. Déjà parce que finalement, quand on interroge des entreprises, elles ont pas toutes, mais en tout cas assez souvent des façons différentes de suivre la productivité. Et donc, voilà, il y a une vraie question sur l'indicateur qu'on va utiliser. Et donc, ça amène des difficultés derrière pour dresser des enseignements. Je pense qu'il y a une question de recul temporel aussi qui est forte. Et donc, comme Virginie l'expliquait, finalement, on a un taux de mise en œuvre, un taux de conversion des actions qui est assez élevé, mais on peut avoir un glissement parfois très important dans le temps. Et une entreprise peut mettre 3 ans, 4 ans à se saisir du plan d'action et à commencer à mettre en œuvre ces actions. Donc, si on est optimiste, on peut imaginer que finalement, on aura peut-être des conséquences positives qu'on pourra observer un peu par la suite. Je dirais, au-delà de la productivité, de la gestion des stocks, finalement, nous, l'hypothèse qu'on faisait, c'est que le lien avec le programme, il est relativement ténu, finalement, et on ne peut pas non plus trop attendre de ce programme sur ces indicateurs-là. Je vous laisse compléter. Oui, peut-être ce qu'on peut ajouter également, c'est que dans les explications qu'on a pu avoir avec les entreprises, c'est qu'effectivement, pour nombre d'entre elles, elles étaient plus dans une perspective d'améliorer leur capacité de réactivité à la demande et aux besoins du client que la productivité en tant que telle. Donc, elles ont souvent fait passer l'enjeu de raccourcissement des délais de livraison, d'augmentation de la satisfaction client, avant celle de la productivité pure, comme on a pu la discuter juste avant. Beaucoup ont aussi eu des stratégies de diversification qui les ont amenés à aussi, comme on a vu, multiplier les stocks, parfois tâtonner sur le meilleur cycle de production pour les nouveaux produits ou les équilibres à trouver entre les différentes gènes, entre les petites séries et les grandes séries. Tout ça a pu avoir aussi un effet sur la productivité. Donc, dans ces cas-là, en fait, c'est très difficile effectivement d'en tirer des leçons complètement pures, puisque les effets contextuels, en fait, aussi bien de marché, de type d'activité et de choix stratégiques des entreprises jouent autant que l'amélioration continue qui peut être mise en œuvre pour fluidifier et améliorer les pratiques. Donc, voilà ce que je peux peut-être rajouter à ce stade. Pascal, vous aviez peut-être d'autres... Non, pas de complément. Est-ce que... Oui, voilà, je crois qu'on arrive à peu près... Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette conférence. Je vois qu'il y a encore une vingtaine de participants. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes, que vous avez pu apprendre des éléments sur ce programme Usine du futur et son évaluation. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette conférence et à vous souhaiter une bonne fin
de manifestation Vive Industrie avec les conférences qui vont suivre cet après-midi et vos rendez-vous d'affaires. Merci beaucoup Merci et au de votre revoir. attention. Au revoir. Merci à vous. attention. Au revoir.